À mon avis, il n'y a aucun signe que la Chine soit une menace. Mais c'est la base sur laquelle reposent tant de considérations et de débats en Australie. La Chine n'a pas eu de guerre depuis plus de 40 ans. Elle a eu un accrochage frontalier avec le Vietnam, donnant une leçon au Vietnam, je pense, en 1969, et depuis lors, elle n'a été impliquée que dans des escarmouches frontalières occasionnelles. Pendant ce temps, l'Amérique a eu guerre après guerre après guerre. Bonjour à tous. Je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui, je parle avec John Menadue, l'un des éditeurs et figures publiques les plus prolifiques d'Australie. Né en 1935, John a travaillé dans les médias australiens, a été chef du département du Premier ministre et du cabinet de 1974 à 1976 et a été ambassadeur d'Australie au Japon de 1967 à 1980. Il a été nommé chef du département du commerce en décembre 1983 et après être retourné dans le secteur privé, il est devenu PDG de la compagnie aérienne Qantas de 1986 à 1909. Après plusieurs autres postes dans et hors du gouvernement, John a fondé le journal influent de politique publique Pearls and Irritations sur johnmenadue.com en janvier 2013, sur lequel il publie maintenant, avec ses collègues, divers rapports et analyses critiques sur les affaires courantes. John, c'est un grand honneur de vous avoir en ligne. Bienvenue. Merci beaucoup, Pascal. John, vous avez été actif en politique, actif dans les affaires, et vous avez beaucoup de souvenirs sur le fonctionnement de la politique internationale depuis les années 60, je suppose. Comment comprenez-vous l'état actuel des affaires en Australie, mais aussi dans le monde, et généralement en Occident, tel que nous le connaissons? Mon inquiétude remonte à assez loin. J'étais très actif en tant qu'étudiant en opposition à l'Australie blanche et à notre manque d'intérêt et de compétences pour traiter avec l'Asie, qui était notre voisin le plus proche. Nous sommes un pays colonial de peuplement, d'abord dépendant du Royaume-Uni puis des États-Unis. Et nous avons vu ce que j'appelle souvent l'américanisation de l'Australie sur de nombreux fronts, pas seulement militaires, mais dans bien d'autres domaines également. Dès ces premiers jours et en travaillant avec Gough Whitlam, j'ai développé un intérêt pour ce que faisaient les médias, et franchement j'en étais assez déçu. J'ai travaillé avec Rupert Murdoch pendant 7 ans. Dans ce que j'appelle ses meilleurs jours, j'ai dirigé ses opérations à Sydney, et c'était assez excitant. Rupert était ouvert aux nouvelles idées. Il était en Australie méridionale, et en fait une épine dans le pied de l'establishment d'Adélaïde, et il a ensuite fondé The Australian. Donc je m'intéresse aux médias, je suppose, depuis lors, et particulièrement ces dernières années, en essayant de comprendre notre propre région. Nous sommes plus enclins dans presque tout ce que nous faisons à puiser dans notre histoire avec le Royaume-Uni, et plus récemment, les États-Unis, qu'à établir des relations avec notre propre région. Et bien sûr, cela a maintenant presque atteint le point de débâcle avec l'administration Trump. Mais nous sommes tellement liés, les deux grands partis, au basque des Américains, qu'il sera très difficile de revenir en arrière. C'est tellement enraciné, mais je pense qu'il pourrait y avoir un moyen à l'avenir. Les perspectives pour notre prochaine élection sont que le vote pour les tiers partis sera beaucoup plus élevé et continuera de croître. Nous avions environ 90% des Australiens votant pour les deux grands partis, le Parti travailliste que j'ai toujours soutenu traditionnellement et la coalition conservatrice. Environ 90%. Mais maintenant leur vote est tombé à environ 2 tiers, 65%, 66%. Et donc les tiers partis se développent.
Et je pense qu'ils vont être très importants lors de la prochaine élection sur des questions telles que notre relation avec les États-Unis et je suppose, plus localement, la préoccupation de nos communautés musulmanes palestiniennes concernant ce qui se passe à Gaza. Donc cela décrit globalement la scène politique. Ce n'est pas très encourageant en ce moment, et cela nécessite un leadership fort. Nous l'avons eu dans le passé. John Curtin, au début des années 1940, a décidé qu'un changement majeur était nécessaire, que nous ne pouvions plus compter sur le Royaume-Uni pour nous protéger des attaques, des invasions possibles par le Japon. Et il a en fait clairement indiqué que nous devions nous tourner vers l'Amérique pour obtenir des conseils, pour nous protéger à l'avenir. Et à ce moment-là, il était probablement convaincu. D'accord. Et je pense que nous cherchons maintenant un nouveau leadership qui saisira le taureau par les cornes et décidera que nous devons être plus indépendants et moins dépendants des États-Unis. C'est, je pense, le problème central auquel nous sommes confrontés politiquement et internationalement. J'ai précédemment reçu le professeur Hugh White sur cette chaîne, ainsi qu'un ambassadeur. Et probablement, je suppose que vous le connaissez, Geoff Raby, qui ont tous deux dit des choses très similaires à vous. C'est comme l'échec de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande à s'intégrer dans leur propre région et à réaliser qu'elles sont, vous savez, en quelque sorte, la pointe la plus méridionale de l'Asie du Sud-Est. Je veux dire, cela descend jusque-là, n'est-ce pas? C'est clairement une seule région géographique. Et tous deux arrivent également à la conclusion que l'Australie en particulier a très peur, de manière irrationnelle, d'être abandonnée par les États-Unis, par le Royaume-Uni, auquel elle se sent plus proche, beaucoup plus proche que, disons, de l'Indonésie ou de la Malaisie. Le voyez-vous de cette manière également? Et où? Est-ce seulement l'histoire qui explique cela et l'expérience coloniale de peuplement? Mais si nous regardons le mélange ethnique de l'Australie en ce moment, il devrait y avoir plus d'histoire, n'est-ce pas? Et plus de préférences sur le terrain, n'est-ce pas? C'est exact. Nous sommes encore un pays effrayé. Nous avons peur de notre région. Et étant un pays de colonisation de peuplement, nous nous tournons vers les anciens empires, le Royaume-Uni et maintenant les États-Unis pour nous protéger. Il y a historiquement un haut degré de racisme dans cela. Le péril jaune, la peur de l'Asie. Et c'est l'origine de l'Australie blanche que nous avons eue dans ce pays pendant environ 100 ans, simplement effrayés par l'Asie. Nous sommes une petite Europe, ou que nous étions une petite communauté européenne, très vulnérable, effrayée par notre propre région. Nous avons toujours cherché un protecteur extérieur, et c'est la question centrale à laquelle nous sommes confrontés maintenant. Comment allons-nous sortir de cela, être plus indépendants, retrouver notre souveraineté et jouer un rôle beaucoup plus actif, pas un rôle dominateur, dans notre propre région, en particulier avec l'Indonésie, qui est le plus grand pays musulman du monde à notre porte et plus important pour nous, stratégiquement que tout autre pays dans le monde. Mais nous avons encore peur. Nous voulons nous accrocher à un étranger. Et cette mentalité, en fait, c'est plus un problème psychologique, n'est-ce pas, qu'un véritable problème stratégique. Parce que, je veux dire, l'Indonésie n'a pas de mauvaises intentions envers l'Australie, ni le Japon, ni les pays de l'ASEAN. Il faut vraiment faire preuve d'une grande imagination pour penser que la Chine aurait de mauvaises intentions. Maintenant, la Chine a des forces maritimes, mais l'idée que la Chine descende jusqu'au bout ignore toute l'ASEAN et aille occuper l'Australie est très tiré par les cheveux. D'où vient ce malaise psychologique? Je l'ai mentionné. Je pense que ça provient initialement du racisme, de la peur du péril jaune,
puis plus tard d'attaque d'une forme stratégique politique. Il y a donc une histoire derrière cela. Nous en sortons lentement. Nous étions autrefois un pays européen blanc. Maintenant, bien sûr, nous avons eu d'énormes flux de réfugiés et de migrations en provenance d'Asie, et bien sûr, avant cela, des Italiens et des Grecs d'Europe. Nous ne sommes plus le poste avancé britannique que nous étions autrefois, car notre population a changé de manière assez spectaculaire et l'Australie blanche a été abolie. Donc les choses changent. Cela changerait plus rapidement si nous devenions une république et pouvions abandonner la reine comme chef d'État. Cela maintient un attachement sentimental au Royaume-Uni. Mais je pense qu'il y a quelques changements d'attitude. Mais c'est encore enraciné maintenant à cause de ce que j'ai décrit comme l'américanisation de l'Australie. Nous dépendons tellement des États-Unis et nous pensons et agissons en fonction de ce que seraient les intérêts de l'Amérique. Les médias américains se reflètent dans nos médias. Ils façonnent nos attitudes en projetant continuellement les points de vue et les nouvelles américaines de Washington, influencées par leurs agences qui, bien sûr, influencent le Washington Post et le New York Times. Et nous comptons toujours sur nos médias provenant de ces sources. Nos journaux regorgent de matériel du Royaume-Uni et plus récemment, bien sûr, des États-Unis. C'est un problème majeur. En plus de cela, nous avons Rupert Murdoch, qui était autrefois citoyen australien et est maintenant citoyen américain. Il possède, en termes de lectorat de journaux grand format le matin, de l'imprimé et des journaux, plus de 60% des médias en Australie. Nous avons donc un problème majeur avec l'américanisation de nos médias. Nos grandes entreprises, comme la Commonwealth Bank, sont en grande partie détenues par des Américains. Nos entreprises de ressources, RTZ et BHP, sont en grande partie détenues par des Américains. Notre culture et nos films proviennent en grande partie, mais pas exclusivement, des États-Unis. Nos politiciens s'aligneront invariablement avec les États-Unis dans chaque situation. Ils reflètent la peur de la région et supposent que leurs électeurs ont peur de la région. Alors ils jouent sur cela, sur l'industrie anti-Chine, qui est parfois si virulente en Australie. La menace de la Chine est comme un boucher douteux qui met une main sournoise sur la balance lorsqu'il pèse la viande. Il veut toujours une vue et une réponse favorable au groupe anti-Chine. Et c'est là presque tous les jours dans nos médias, et c'est suivi. Il n'y a aucun signe, à mon avis, que la Chine est une menace. Mais c'est la base sur laquelle repose tant de considérations et de débats en Australie. La Chine n'a pas eu de guerre depuis plus de 40 ans. Elle a eu un accrochage frontalier avec le Vietnam, je pense, en 1969. Depuis lors, elle n'a été impliquée que dans des escarmouches frontalières occasionnelles. Pendant ce temps, l'Amérique a eu guerre après guerre après guerre. La Chine a suffisamment de problèmes sur le plan intérieur et économique. Sa population de 1,4 milliard d'habitants partage des frontières terrestres avec 14 pays. Elle veut s'occuper de ses préoccupations et intérêts. Il n'y a rien dans l'histoire de la Chine, contrairement aux États-Unis, qui suggère qu'elle va imiter les États-Unis à mesure que sa propre puissance croît d'année en année. Mais malheureusement, l'Australie et d'autres, ainsi que les Américains, continuent de regarder dans le rétroviseur et de supposer que cette puissance chinoise montante grandira et agira sur la scène internationale comme nous l'avons fait, comme les Américains avec la doctrine Monroe. Ne vous mêlez pas de notre espace. Nous allons avoir 800 bases dans le monde, mais n'osez pas vous immiscer dans notre espace. Empire colonial. Nous avons donc une vision fabriquée de la Chine et de cette menace. Nous devons clairement être attentifs et prudents dans nos relations avec tous les pays, et en particulier avec la Chine, qui croît rapidement en puissance militaire,
bien que loin de l'échelle des États-Unis. Nous devons donc être conscients et établir notre propre indépendance et protéger notre propre souveraineté, ce que nous ne faisons pas actuellement. Vous avez une belle façon de présenter ces choses. Et je veux aborder toute la situation médiatique dans un instant. Mais vous touchez à quelque chose qui m'est très cher, à savoir cette propension, non seulement de l'Australie, mais aussi de l'Europe et des États-Unis, à d'une part, se prétendre et se présenter comme ayant fini avec le racisme, ayant fini avec le colonialisme, et ayant surmonté, vous savez, les tendances autocratiques, tout en admirant encore la reine ou le roi, tout en mettant en œuvre des politiques néocoloniales à gauche et à droite, partout où ils peuvent établir une domination sur des pays étrangers. Et bien sûr, la question raciale semble toujours être au cœur de beaucoup de politiques étrangères et de peurs psychologiques, n'est-ce pas, à propos de l'autre. Maintenant, en plus de cela, cette projection de soi, ce que nous avons fait, la raison pour laquelle l'Australie d'aujourd'hui est le résultat d'une entreprise coloniale de colons blancs, la peur que quelqu'un d'autre imite cela et projette cette peur sur la Chine, tout en proclamant que ce n'est pas ce qui se passe, que quelque chose d'autre se passe, des forces étrangères néfastes. Est-ce un échec de notre part, Européens blancs, à nous réconcilier avec notre propre histoire sanglante et à reconnaître les dommages que nous avons causés qui provoquent cela? Ou comment expliquez-vous cela? Parce que ce sont des faits comme la Chine. 40 ans, pas de guerre majeure. Des escarmouches, oui, mais pas de guerre majeure. Ce sont ces faits bruts que l'autre côté va alors tourner en dérision et vous traiter d'idéologue, ou me traiter d'idéologue, pour être si étroit d'esprit, au point de ne pas voir quelle grande menace cela représente, tout en ignorant les 40 ans, 50 ans, 80 ans de guerre constante de l'autre côté, en l'expliquant simplement. Je pense que l'Occident, y compris l'Australie, a une morale ou une croyance en une supériorité morale, que nous avons de meilleures valeurs, des valeurs plus attrayantes, peut-être issues des Lumières. Et ce furent de grandes expériences et des intérêts déterminants pour l'Australie et d'autres pays. Je pense que l'Occident a beaucoup contribué. Mais malheureusement, il est en grande partie ignorant et préfère le rester face aux défis du Sud global et de l'Asie. Nous avons beaucoup de mal à nous adapter à ces pays qui sont différents de nous et dans certains cas ont peut-être des institutions supérieures. Ils ont certainement des histoires très différentes. Je pense que c'est un problème majeur que nous nous voyons comme supérieurs. Je pense que ça se voit très clairement en ce moment au Moyen-Orient, à Gaza, 50 000 personnes. Des Palestiniens tués, probablement bien plus que cela encore sous les décombres, au moins pas ce nombre, mais plus de 50 000 tués. Des centaines de milliers blessés, leur pays presque rasé, leurs bâtiments, mais pourtant, nous restons en retrait. Il semble évidemment y avoir un racisme là-dedans, que d'une certaine manière, les chrétiens blancs sont plus précieux que les musulmans bruns. Je pense que Gaza le montre de manière dramatique, cette supériorité que nous avons envers les personnes différentes. C'est honteux et scandaleux. Mais je pense que c'est l'exemple parfait et illustre de manière très graphique comment nous voyons les autres. Cela devra changer, mais le changement arrive très lentement. C'est tout simplement incroyablement triste, car beaucoup de gens, pas tous, mais beaucoup en Europe et en Amérique du Nord, sont incapables de percevoir cette partie de la réalité mondiale et le fonctionnement des relations internationales. Cela alimente la trajectoire continue d'utiliser et de vouloir utiliser la violence pour résoudre les problèmes, tout ce qui entrave cette manière moralement bonne. Nous voyons cela maintenant en Europe. We ask Mies, Yusuf Blatt.
I mean, they are rearming, or they are talking about rearming. The Germans, for the first time, are not afraid anymore. Pour la première fois, les Allemands n'ont plus peur de parler de la nécessité d'un leadership fort. Vous savez, parce que le mot leader porte bien sûr en allemand cette horrible connotation remontant à Adolf Hitler. Mais ils n'en ont plus peur. Et ils n'ont pas peur de parler de la nécessité de se réarmer, parce qu'ils se sentent maintenant justifiés et protégeront l'Allemagne. Et généralement, ce que font les Européens quand ils disent cela, c'est qu'ils vont à l'extérieur. Ils se protègent en allant en Afghanistan, en allant en Irak. Ils se protègent en allant n'importe où dans le monde et en qualifiant les autres d'ennemis. Avez-vous peur de cela aussi? And calling others enemies. Are you afraid of that as well? It is very worrying. But we shouldn't. C'est très inquiétant, mais nous ne devrions pas désespérer. Le commentaire de Graham Greene, selon lequel le seul péché impardonnable est le désespoir. Et il y a de bonnes raisons de désespérer à l'heure actuelle. Mais nous ne devons pas le laisser nous submerger. Il y a des gens préoccupés par les types de problèmes que vous et moi discutons dans chaque pays. Ils sont en Australie, en Allemagne, au Moyen-Orient. Les gens sont préoccupés, mais leurs institutions, leur leadership ne les servent pas. Donc nous devons tenir bon, même si c'est assez difficile en ce moment et très décevant sur de nombreux fronts. Mais il y a ce groupe, ce noyau de personnes préoccupées à travers le monde. Et des pays comme la Chine, par exemple, montrent une attitude beaucoup plus sensée que je pense que l'Occident et l'Amérique ont à l'heure actuelle. Je pense, qu'est-ce qui pourrait changer cette situation? Je me souviens, ça devait être vers les années 1960. Harold Macmillan, le Premier ministre britannique, a été interrogé. Eh bien, qu'est-ce qui détermine vraiment comment vous gouvernez et ce qui se passe? Et il a dit, les événements, mon garçon, les événements. Et je pense qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans. Et l'événement maintenant pourrait être Trump. La vision, je pense, caractérise probablement l'idée de tout faire exploser et de voir où tombent les morceaux. Espérons que les morceaux tombent aux bons endroits, mais il est tellement une honte à bien des égards. Mais je pense que son approche du système actuel a besoin d'être secouée. J'espère que les morceaux tombent aux bons endroits, comme je l'ai mentionné. Mais c'est intéressant, en Australie, à la suite de Trump, il y a eu, dans le récent sondage que j'ai vu de l'Australia Institute, un changement assez significatif dans les attitudes. Plus d'Australiens croient que Poutine et Xi sont moins belliqueux que Trump. Trump était considéré comme une grande menace pour la paix et Poutine et Xi étaient derrière cela. Je pense que 45% des Australiens pensaient que nous devrions réduire notre dépendance envers les États-Unis et être plus indépendants. Ce ne sont que des signes occasionnels ou initiaux de changement, mais Trump pourrait bien être l'élément qui façonnera le système, l'événement, comme l'a dit Harold Macmillan, qui changera les choses, espérons-le, pour le mieux. Nous ne pouvons pas en être certains, mais il pourrait y avoir encore des signes positifs de Trump. Et je suppose que ce que vous voulez dire, ce n'est pas seulement les gens qui croient que Donald Trump fait bien, mais aussi ceux qui pensent que ce qu'il fait est mal, qu'il secoue suffisamment ces deux groupes. Parce que, encore une fois, la folie du moment est bien sûr que Donald Trump est le président, le gars et le candidat qui a dit et dit encore « Je veux la paix, je veux la paix, je veux la paix, je veux la paix, je veux apporter la paix ». Et il est maintenant considéré comme le belliciste, parce que ce qu'il fait, c'est qu'il négocie en menaçant les autres. Tandis que M. Biden et beaucoup de démocrates ont dit « Eh bien, nous ferons la guerre et nous mettrons en œuvre tout ce que nous voulons ». Mais ils l'ont enrobé dans une rhétorique charmante, douce et mignonne, n'est-ce pas? Et d'une manière ou d'une autre, cela a pris, n'est-ce pas? Je pense, comme je l'ai mentionné,
que l'événement Trump aura et a déjà des répercussions à l'international. Je pense qu'il aura également des répercussions au niveau national aux États-Unis, qu'il pourrait secouer leur complaisance, excusez-moi de le dire, mais leur ignorance sur tant de sujets que l'Amérique est grande, qu'elle va redevenir grande. Eh bien, elle ne va pas redevenir grande. Et toutes les preuves montrent que l'inégalité croissante, le racisme et la réduction des programmes nationaux, les gens aux États-Unis, espérons-le, il y aura ce noyau de personnes qui, en fait, pas soudainement, mais en viendront à penser que les choses doivent changer aux États-Unis. Ce n'est pas le cas pour le moment, avec un parti démocrate très décevant et une administration Trump ou la prise de contrôle du Parti républicain. Mais je pense que ce qu'il fait va bouleverser les États-Unis sur le plan intérieur, et j'espère que cela produira un meilleur résultat pour le peuple américain. Mais il est encore tôt. Je pense que ce bouleversement à l'international et sur le plan intérieur pourrait avoir des avantages, malgré toutes les caractéristiques désagréables de l'administration Trump. J'apprécie également beaucoup que vous ayez dit que nous ne devons pas désespérer, car il y a toujours des choses que nous pouvons faire. L'une des choses qui se passe, et sur laquelle vous travaillez depuis longtemps, et sur laquelle je travaille, est d'injecter des points de vue dans le discours public, par le biais de la publication et de la diffusion. Pouvez-vous peut-être parler de la façon dont vous percevez le changement des grands groupes médiatiques et de la sphère médiatique, disons en Australie, mais peut-être aussi plus généralement en Occident? D'une certaine manière, mon impression est que l'espace public, l'espace médiatique, était autrefois plus ouvert, avait plus de points de vue, comparait davantage et analysait davantage, alors que maintenant nous sommes dans un point très étroit d'analyse publiable. Cette perception est-elle correcte, ou la voyez-vous différemment? Il est certainement vrai que les médias traditionnels et historiques se contractent. Leurs revenus publicitaires diminuent, leur lectorat diminue. Des médias plus indépendants, bien que petits, comme Pearls and Irritations, se développent. Les réseaux sociaux se développent et de plus en plus de gens se tournent vers les réseaux sociaux pour leurs nouvelles et informations. Ce qui est assez risqué d'ailleurs. Je pense que de toute façon, cela se produit. Aux États-Unis, nous voyons maintenant que le Washington Post a décidé que sa politique éditoriale ne soutiendrait pas le Parti démocrate lors de la dernière élection. Bezos donne clairement des instructions sur ce que l'entreprise peut faire. Les journalistes partent et le New York Times restera le même. Murdoch s'accroche bien sûr avec Fox, poursuivant son agenda perturbateur de droite. Ainsi, les médias traditionnels, ou ce que j'appelle les médias de l'homme blanc, se contractent et cela continuera. C'est pourquoi les médias indépendants, comme nous et bien d'autres, comblent lentement le vide. Ce que nous aimerions bien sûr, bien que nous ne sachions pas vraiment comment le faire, c'est que nous sommes, je pense, une publication de niche réussie. Mais comment percer auprès d'un public et d'une audience plus large? Je pense que notre influence grandit, les leaders d'opinion. Nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Ma femme et moi avons lancé Pearls and Irritations il y a environ 13 ans en tant que blog. Nous avons tout fait nous-mêmes. J'écrivais les articles et ma femme s'occupait de toute la production, des aspects techniques et financiers. Nous avons donc grandi à partir d'une très petite opération, mais nous sommes ravis et d'une certaine manière préoccupés d'avoir pu gagner des parts de marché. Les écrivains écrivent pour nous sans être payés. Nous sommes un modèle différent. Mais nous savons qu'il y a un grand nombre de personnes qui, comme nous, s'inquiètent des tendances dans la vie publique et les médias en Australie.
Nous ne désespérons pas, et eux non plus. Mais nous avons un gros travail devant nous. Mais nous n'abandonnerons pas. À votre avis, pourquoi était-il possible, peut-être dans les années 1970 et 80, de publier beaucoup de ces analyses et opinions individuelles dans les grands journaux et de les voir, vous savez, couvrir cela? Comment se fait-il qu'une personne comme Seymour Hersh, aux États-Unis, ait pu travailler complètement dans les médias traditionnels à l'époque et qu'aujourd'hui ce ne soit plus possible? Comment ce processus politique d'élimination des analyses alternatives a-t-il eu lieu? Alternative analysis take place. Je pense que l'impulsion majeure ou le déclencheur au début étaient les réseaux sociaux. Le rôle puissant qu'ils ont joué auprès des jeunes, qui étaient techniquement équipés, et ils se sont tournés vers les réseaux sociaux par millions, centaines de millions. Et cela a affecté les revenus publicitaires des médias traditionnels ou des médias hérités comme le New York Times, le Washington Post, et au Royaume-Uni, le Times et d'autres. Donc je pense que c'était le déclencheur. Les réseaux sociaux ont provoqué une chute des revenus publicitaires. Ils ont réduit le nombre de journalistes. La qualité de leur contenu s'est détériorée, donc ils ont perdu des lecteurs. Et puis d'autres médias, des médias plus petits, des médias de niche sont apparus. Mais je pense que c'est vraiment les réseaux sociaux qui ont été le déclencheur du déclin des médias occidentaux. Beaucoup de gens les ont simplement évités maintenant, qu'ils reflètent tellement les intérêts commerciaux et les intérêts des services de renseignement aux États-Unis. Cela ressemble à un jeu de chaises musicales pour les cadres supérieurs de l'industrie de la sécurité qui, à la retraite, vont travailler pour le New York Times, NBC, CBS ou l'une de ces entreprises. En conséquence, la qualité de ces journaux s'est détériorée. Les gens s'en rendent compte, pas tous les jours, mais ils réalisent lentement que ces journaux ne sont plus ce qu'ils étaient, alors ils vont ailleurs. Je ne vois rien qui arrête vraiment ce processus. Il y avait bien sûr Herman et Chomsky qui ont écrit ce livre sur la fabrication du consentement, ce qui implique qu'il y a d'une part un peu d'intention derrière cela, n'est-ce pas? Une intention politique derrière la formation d'un environnement médiatique. Mais d'autre part, il y a ce processus d'autosélection, et essentiellement un groupe auto-sélectionné de personnes dans les médias, dans le milieu universitaire, dans l'environnement militaire, et qui finit par influencer la politique. Et que tout ce blob, cette bulle, avance alors essentiellement et parvient à façonner la politique. Est-ce que cela fait aussi partie de ce qui se passe, ou est-ce que les réseaux sociaux sont le principal moteur de la détérioration des discussions intelligentes dans les médias? Je pense que c'est les deux. Les réseaux sociaux, je pense, sont le véritable déclencheur, et ils continuent de croître. Mais certainement le déclin des médias traditionnels, et nous l'avons aussi en Australie, c'est qu'ils sont dans le business de la fabrication du consentement. Et donc ils répondent à une demande, un lectorat et une base de soutien en diminution. En Australie, nous l'avons dans l'organisation Murdoch et certaines de leurs chaînes de télévision marginales, avec une couverture des nouvelles assez malhonnête et honteuse, particulièrement maintenant sur Gaza et la Palestine. Ils n'ont aucun sens du contexte concernant comment la percée du 7 octobre par le Hamas s'est produite et pourquoi elle s'est produite. Ils n'approfondissent jamais le contexte de la Russie, se sentant préoccupés par une possible base de l'OTAN à leurs frontières. Ils prennent les nouvelles du jour et courent avec ça sans donner de contexte. Et tôt ou tard, les gens en viennent à penser qu'on ne leur dit pas honnêtement ce qui se passe dans le monde. Et ils veulent fabriquer le consentement.
Lors de notre prochaine élection, il y aura une direction médiatique écrasante contre le parti, ce qui, je pense, déçoit beaucoup de gens. Mais l'alternative de Peter Dutton serait horrible, je pense, pour l'Australie. Les médias seront axés sur la fabrication du consentement, non seulement au nom des intérêts commerciaux qui ont toujours été présents, mais en faveur des intérêts politiques qu'ils soutiennent. Cela devient assez sombre. L'influence de News Limited, l'organisation Murdoch, projette non seulement son propre point de vue, mais l'ABC, notre diffuseur national, semble lire The Australian chaque matin et décider de ce qui est d'actualité, puis diffuser des histoires en conséquence. Je pense que l'ABC a perdu ses repères à la suite de ces développements dans d'autres parties des médias. Nos médias sont honteux en Australie, et je pense ailleurs. In Australia and I think elsewhere. It's disgraceful in Switzerland too. It's disgraceful. C'est honteux en Suisse aussi. C'est honteux dans beaucoup d'endroits. C'est essentiellement à ce stade juste des médias en aval, des médias de ruissellement du New York Times et du Washington Post. Puis cela passe par plusieurs canaux jusqu'à ce qu'il arrive à son point final où c'est tellement superficiel que vous ne pouvez plus rien en faire. Mais l'antidote à cela, bien sûr, est de ramasser les morceaux et de commencer à servir le public sous-desservi. Ce que je pense que vous essayez de faire, ce que j'essaie de faire, en disant, regardez, voici des discussions appropriées sur ce qui se passe. Et les gens le remarquent, comme vous l'avez dit, de votre côté et du mien. Mais la question est de savoir comment rendre cela économiquement viable. L'un des grands problèmes des médias, bien sûr, est que beaucoup de gens veulent y avoir accès, mais vous ne pouvez payer que de petites sommes par rapport à ce que cela coûte de faire fonctionner une opération médiatique. Un journal est une affaire très très coûteuse. Quelle est votre recommandation pour construire une structure médiatique alternative, économiquement viable, qui pourrait aider à corriger le cours des grands médias traditionnels, qui ont malheureusement encore beaucoup de poids politique dans la discussion publique? In Australia, the best prospect. En Australie, la meilleure perspective serait que le diffuseur public, l'ABC, se rétablisse en tant qu'organisation médiatique crédible. Il a les ressources pour le faire. Ce n'est pas dans la presse écrite, mais c'est à la télévision et à la radio, et dispose de ressources considérables, bien qu'elles aient été réduites au fil des ans, notamment par les gouvernements conservateurs. Mais c'est, je pense, le moyen le plus rapide d'obtenir des médias acceptables en Australie. Il a les ressources pour le faire, comme la BBC, et je pense que cela a également été corrompu par sa vision particulière anti-palestinienne au cours des dernières années. Mais je pense que la radiodiffusion publique est importante. En ce qui concerne les médias indépendants, j'espère que nous pourrons coopérer davantage et partager nos ressources, ce que nous faisons, nous apporter un soutien marketing et une assistance, et peut-être d'une certaine manière aider à partager les coûts de production. Mais je pense que nous devons aussi accepter que les réseaux sociaux sont ce que les gens lisent massivement, et nous avons besoin d'argent et d'un bon sens du marketing pour accéder aux réseaux sociaux, et en fait raconter l'histoire de médias comme le vôtre et le nôtre, de ce que nous faisons pour que de plus en plus de gens entendent parler de nous et réagissent à ce que nous faisons. Mais je pense que la promotion sur les réseaux sociaux est la clé de ce que nous abordons en ce moment. Mais nous devons être dynamiques. Nous devons avoir du bon contenu chaque jour. Nous n'acceptons pas de publicité parce que nous ne voulons pas être dépendants des annonceurs. Nous n'avons pas de mur payant. Nous n'accepterons pas d'argent des entreprises de combustibles fossiles, des fabricants d'armes ou de l'industrie du jeu. Cela peut sembler un peu puriste, mais nous pensons que cette politique garantit que nous maintenons notre indépendance. Et nous n'accepterons rien des gouvernements ou de leurs agences. Mais cela rend les choses difficiles. Nous aimerions croître plus rapidement,
mais je pense que nous devons simplement tenir bon et poursuivre certaines des choses que j'ai mentionnées plus tôt. Comment gardez-vous les lumières allumées? Est-ce uniquement grâce aux abonnements? Oui, entièrement par des dons. Dons. Nous appelons cela des abonnements. Je reçois les médias quotidiens gratuits et l'accès à johnmenadu.com. Mais nous avons été ravis du soutien financier que nous recevons, car il y a tant d'Australiens préoccupés par ce qui se passe dans les médias traditionnels et qui veulent soutenir un média comme le nôtre. Je ne suis pas la personne la plus jeune du monde, et cela impliquera une sorte de transition vers d'autres personnes pour construire ce que nous avons. Mais nous sommes déterminés à le faire, et nous n'allons pas désespérer. C'est très bon à savoir. J'aimerais juste vous soumettre une idée, car l'une des choses que nous avons sur les réseaux sociaux est la possibilité. Nous avons maintenant les outils pour nous diffuser, n'est-ce pas? Et les réseaux sociaux, en un sens comme votre page d'accueil, votre site web en fait bien sûr partie, n'est-ce pas? C'est juste là, et c'est accessible. Et cela coûte quoi? 100 $ par an environ pour gérer une page d'accueil, si vous le faites vous-même. Je veux dire, c'est accessible à tout le monde. Mais l'une des choses que nous n'avons pas encore, que les médias traditionnels ont, c'est cette syndication à travers beaucoup de ces agences, Reuters, EAP, etc., qui font beaucoup de travail pour ces médias, n'est-ce pas? Et puis vous choisissez simplement un article que vous voulez et vous le mettez dans votre journal, et c'est fini. Nous n'avons pas d'équivalent de cela sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas un pool d'histoire sur lequel tout le monde est d'accord. Ici, servez-vous et faites-en ce que vous voulez. Est-ce que cela aurait du sens d'essayer de construire quelque chose comme ça, un Reuters pour les médias sains? Ou comment voyez-vous cela? For sane media, or how do you view that? Il serait très utile, cette question de partage que j'ai mentionnée auparavant, entre médias indépendants pour établir un pool d'histoire. Nous publions, par exemple, probablement environ un quart de nos articles, de nos publications provenant d'autres magazines, d'autres journaux, et ils sont largement lus. Mais nous le faisons de manière ponctuelle, de temps en temps en tête-à-tête. Et d'autres médias sont très coopératifs à ce sujet. Mais je pense qu'il serait utile de franchir une étape supplémentaire et d'en faire un pool d'articles disponibles pour les entreprises, les journaux qui contribuent. Je pense que ce serait très important. Je pense qu'il existe des organisations comme celle-là, mais elles deviennent très préoccupées par leur propre territoire et ne veulent pas partager. Nous sommes prêts à partager n'importe quoi. Il faudrait bien sûr que ce soit un modèle très bien réfléchi, car il devrait permettre aux différents médias et aux individus d'y contribuer, tout en ayant une forme de contrôle de qualité sans être un mécanisme de censure, n'est-ce pas? Donc c'est en fait une affaire délicate, oui. Mais aussi, si c'était possible de donner ce contenu pour qu'il puisse être transformé en différents médias, qu'il puisse passer du texte à la vidéo, de la vidéo au texte, à l'audio. Cela nous manque, n'est-ce pas? Nous n'avons pas cela. Non, nous ne l'avons pas. Je pense que beaucoup, et c'est probablement une faute des médias indépendants ou des petits médias, veulent garder cela restreint, ne pas le partager, comme si d'une manière ou d'une autre, nous avions de meilleures ressources que les autres. Mais il y a cette réticence à partager. C'est difficile de sortir de cela, mais j'aimerais voir ce changement, et nous serions certainement prêts à mutualiser les ressources et partager les coûts. C'est donc un exemple que nous examinons en ce moment, par exemple, avec Al Jazeera, que je considère comme l'un des meilleurs médias au monde, en cherchant des moyens, avec leur coopération, de diffuser 5 ou 6 histoires quotidiennes d'Al Jazeera.
largely about opinion. Parce que notre journal est principalement axé sur l'opinion, Perhaps a couple of days nous suivons l'actualité peut-être quelques jours après. ability, and we hope Mais si nous avions ce genre de capacité, et nous espérons pouvoir le faire avec les nouvelles technologies, daily news nous pourrions fournir des nouvelles quotidiennes sur des sujets importants venant du monde entier. here, I think, is Al Jazeera, je pense, est probablement l'un des meilleurs à considérer. Donc, c'est une autre option que nous pourrions envisager. Mais nous sommes ouverts et disposés à discuter de nombreuses zones de coopération, car nous savons qu'il y a un besoin sérieux et un intérêt à combler le vide laissé par nos médias traditionnels. in filling the vacuum left by our legacy media. There is, and that's the good news. I mean, the good news to me. Il y a, et c'est la bonne nouvelle. Je veux dire, la bonne nouvelle pour moi, c'est que malgré ou justement à cause de la quantité massive de propagande, beaucoup de gens n'y croient plus. C'est comme si vous n'avez pas besoin d'apprendre aux gens à être critiques. Ils sont critiques par eux-mêmes. À un moment donné, les gens commencent à cligner des yeux et à se demander est-ce que cela a encore du sens? Le voyez-vous aussi de cette façon? Ou êtes-vous plus inquiet de la capacité qu'on public à se lire si fort? Through manufactured narratives. I think they are. I think we don't credit our readers. Je pense qu'ils le sont. Je pense que nous ne créditons pas nos lecteurs d'une connaissance et d'une compétence suffisante pour démêler les choses. Lors des élections, j'ai l'impression que nous ne faisons pas souvent d'erreurs. Parfois, nous pensons que, vous savez, mon parti, notre parti est supérieur. Mais je pense qu'il y a un bon sens général dans la communauté. Désolé pour ce téléphone. Un bon sens général dans la communauté. Et je pense que ces chiffres que j'ai mentionnés il y a quelques minutes, que le résultat de Trump, les Australiens disent maintenant, mince, cette alliance américaine, ce n'est pas aussi bon ou aussi fort que nous le pensions. Et j'ai été surpris de voir que la plupart des Australiens dans ce sondage pensaient que Trump était une plus grande menace pour la paix que le président Xi ou le président Poutine. President Xi or President Putin. So I think if there's leadership, an opportunity, Je pense donc que s'il y a du leadership et des opportunités, les gens réagissent. the public is not stupid, Le public n'est pas stupide, comme beaucoup le suggèrent, but there are powerful mais il y a des instruments puissants, des forces puissantes, des élites, de l'argent et des entreprises qui veulent continuer à dominer l'espace médiatique. Mais avec du leadership et des opportunités, je pense que les gens réagissent. Et ce que nous voyons avec Trump pourrait être le début d'une réévaluation de l'hégémonie des États-Unis et du danger qu'il représente pour le monde. and the danger it is Et je pense que l'Amérique est la plus grande menace pour la paix dans le monde. in the world, Pas la Chine, pas la Russie. Russia. And I think Et je pense que la communauté australienne en prend conscience, that fact même si cela peut être peu attrayant et surprenant pour tant de gens. and surprising to so many people. I think these are very hopeful words to. Je pense que ce sont des mots très encourageants pour conclure la discussion. Et juste à titre d'information, je sais que des personnes travaillent sur des initiatives. Warwick Powell en fait partie. Il travaille sur des ensembles d'informations. Jeffrey Sachs travaille sur une sphère d'information plus large. Nous verrons donc les choses se développer, mais nous avons besoin de temps et de bonnes idées, puis de la capacité institutionnelle pour réellement les concrétiser. Et nous apprenons beaucoup de personnes comme vous, John, qui ont déjà fait tant de choses auparavant. Et j'attends avec impatience une coopération accrue avec vous. And I look forward to more cooperation with you. But thank you very much. I agree. Merci beaucoup. On that note that Je suis d'accord. I'd like to see, and there are Finissons sur cette note. J'aimerais certainement voir d'autres opportunités de collaboration, de production et de travail éditorial entre les médias indépendants qui se développent partout dans le monde. Et je pense que nous devons examiner comment nous pouvons coopérer davantage en nous soutenant mutuellement. that by supporting each other. Wonderful words. Des mots merveilleux. Everybody, Tout le monde. if you want to read Si vous voulez lire plus de John et de son média, c'est Pearls and Irritations, n'est-ce pas? Irritations, correct? That's right. Yes, yes.
It comes from my background in C'est exact. ambassador in Oui, Japan. oui, cela vient de mon expérience en tant qu'ambassadeur au Japon. Le grain nécessaire dans l'huître produit la perle, mais il faut l'irritation pour produire la perle. Ma femme disait qu'elle était la perle et que j'étais l'irritation. Used to say that she was Mais c'est l'origine de notre nom, Pearls and That's Irritations. the background to why we're called pearls and irritations. Bien joué. Irrer les personnes au pouvoir. I was about to ask. J'allais demander, je voulais vous poser la question à ce sujet, mais merci. Thank you. Donc, il faut irriter pour obtenir les perles, n'est-ce pas? Oui. Right, yes. Yep. Et nous continuerons à le faire. Good. John Menadiu Je vous remercie beaucoup pour votre temps aujourd'hui, John Menadieu. today. Merci. Good.